Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais un live donc sur la liberté dans le couple parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. En fait, c'est une question que moi-même je m'étais posée à quel point je laissais la liberté à l'autre, mais aussi une certaine liberté à moi-même dans le couple. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai demandé à Claude Parisot, donc un thérapeute imago, qui va nous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'est ce genre de thérapie, et qui va également répondre à nos questions, parce que j'ai reçu quelques questions que vous nous avez posées, donc je vais l'inviter à rejoindre ce live. Salut, Salut, bonjour. ça va? Ça va bien? Alors, attends. Euh, je te, je vois pas bien. Il y a un truc voilà, bon, c'est pas grave. J'ai une petite image qui coupe. Ah, tu me vois pas? Si je te vois, mais bon, c'est pas grave. C'est devant mon écran où j'ai des choses, mais ça va. D'accord. Alors, je commençais un petit peu par te présenter en disant que tu es thérapeute de couple et imago. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps, te présenter, nous expliquer dans un premier temps ce qu'est cette thérapie? Oui, la thérapie Imago, c'est une thérapie relationnelle pour les couples et aussi ça peut être utilisé en famille. Là, cet après-midi, je reçois, parce qu'ici c'est le matin, donc au Québec, et je reçois des familles aussi, des fois pour justement apprendre à parler de ce qu'on exprimer ses émotions en fait en toute sécurité, ce qu'on vit. Ça peut s'apparenter à la CNV, diront certains. Ça utilise la Mhm, communication non violente, mais c'est une thérapie ou en tout cas un coaching, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Des fois c'est de la thérapie, des fois c'est du coaching en fonction de la demande des couples. Et le but mhm, c'est de nettoyer l'espace relationnel. C'est vraiment on s'occupe que de l'espace relationnel entre deux personnes. Donc, le but, c'est de les connecter avec le cœur, de laisser la tête mhm, derrière, parce que la tête, ça n'aide pas à connecter avec le cœur. Le but, c'est, il y en a souvent un qui est rationnel, l'autre qui est plus émotionnel. Ben, le but, c'est de les ramener tous les deux dans le cœur, les deux personnes, et puis de les faire dialoguer en toute sécurité dans une structure vraiment très sécurisée. Je pourrais en reparler. Voilà, c'est ça, c'est ok. rapidement, C'est super intéressant. succinct. Et tu fais des thérapies uniquement au Québec ou tu... En fait, depuis la pandémie, mais même avant, j'étais le premier, je pense que j'étais le premier thérapeute imago à travailler avec Internet, c'est-à-dire en faisant des visios. Moi, j'accompagne par Zoom depuis 8 ans et que par Zoom maintenant, mais tous les gens qui parlent français, parce que je suis pas très bon en anglais. En italien, je le peux aussi, mais sinon, j'accompagne vraiment partout dans le monde francophone. Mais bon, j'ai des gens en Afrique, j'ai des gens en Allemagne, aux États-Unis, en France. J'accompagne vraiment partout, à La Réunion. Euh, donc voilà, j'accompagne vraiment tous les couples qui désirent faire un chemin de conscience parce que ça demande vraiment à lâcher le fait de vouloir que ça soit l'autre le problème. C'est jamais l'autre le problème, c'est toujours les deux. Ça se joue toujours dans la dynamique à deux. Et moi, je viens dénouer un peu les danses de couple, les danses voilà, de chaque partenaire. C'est beau. Bon, comme ça, on sait un petit peu que tu peux, si des personnes sont intéressées pour faire une thérapie, du coup, comme ça, on est au courant que tu es sur Internet aussi. Tout à fait. Alors, pour le sujet du live, donc c'est la liberté dans le couple. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être ce que ça t'évoque, rien que ce sujet? Ben là, je suis en train d'écrire un livre là, hein, qui sortira en janvier là, chez Erol. Euh, Justement, je pense que c'est un des piliers du couple, surtout dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se sent vite enfermé, et là, réellement, on est vraiment enfermé déjà. Donc, on est vraiment beaucoup tous confinés. Si on n'apprend pas à se sentir libre dans la relation, les relations, elles vont vraiment beaucoup avoir du mal à se développer dans le temps. Donc, pour moi, la liberté, c'est un des piliers de la relation, c'est-à-dire se sentir à la fois en liberté et en lien. Très souvent, dans le couple, il y en a un qui revendique le lien. Souvent, Oui. c'est la femme, le maximiseur, nous on appelle ça, mais c'est 90% des femmes, c'est la personne abandonnique, quoi, qui sent quand elle ne sent pas la présence en face, elle se sent abandonnée, elle va venir chercher le lien.
Et le minimiseur, surtout les hommes, eux, revendiquent beaucoup la liberté, ils étouffent vite, et puis ils veulent qu'on leur laisse de l'espace, etc. Alors que nous aussi, on a besoin, bien sûr, de liens. Donc la liberté, c'est quelque chose, pour moi, être en couple, si tu me demandes, c'est trouver l'astuce pour se sentir au moins aussi libre que lorsque je suis seul. Parce que sinon, Ouais, c'est à quoi ça. ça sert d'être à deux? Si on s'est enfermé, si c'est moins bien que seul, bah autant rester seul. Donc pour moi, être en couple, c'est de prendre toutes les qualités de l'autre, s'échanger nos qualités, toutes les choses qu'on a à s'apporter, mais tout en se sentant libre à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est ça le plus dur, en fait, hein. C'est tout un chemin. Ouais, ouais, parce qu'en plus on entend souvent non mais à un moment il va falloir que je me pose, ou il va falloir que un peu cette idée de non mais une fois que je serai en couple, je serai quelqu'un d'hyper sérieux et un peu emprisonné en fait. Il y a dans cette notion-là, il y a un peu le bon bah je vais être droit, emprisonné dans mon truc et ça fait vachement flipper en fait. C'est vrai. On a des croyances limitantes terribles qui viennent de notre éducation judéo-chrétienne, qui viennent de la culture, qui viennent de plein de choses. Mais c'est des choses à remettre tout le temps en question, encore plus aujourd'hui. Je veux dire, il y a 50 ans, je dis 50 ans, oui, c'est ça, il y a 50 ans, il y avait une forme de couple. Aujourd'hui, il y a autant de façons d'être en couple que de couples. Ouais, Donc, ouais. chacun doit réinventer, mais doit trouver le couple qui lui convient. Et ça passe par de la communication, par oser dire sa vérité, même si on a peur d'être rejeté, même si on a peur de ne pas être compris, même si on a peur d'être abandonné. Toutes les peurs qui peuvent surgir, qui fait qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense à notre partenaire. En fait, c'est tout ce qu'on ne dit pas qui va créer de la distance dans la relation, tout le temps. Je dis pas, et là, je fais attention, je dis pas qu'il faut tout dire. Des fois, Ouais. on dit tout, c'est-à-dire qu'on Non. balance tout à l'autre, tiens, débrouille-toi avec ça. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que Ouais. si on pose une question, si quelqu'un on a besoin de faire grandir la relation, c'est important de tout dire. Bah, pour moi, de tout dire, ce qui est important. Bah, se dire, quoi. Pas cacher des choses de soi. Ne pas amputer l'autre d'une partie de soi qui est notre richesse. Même si on ne l'aime pas, c'est aussi notre richesse. Mm. Mm. Alors, on va commencer peut-être par répondre aux questions qui ont été posées. Mm. Alors, la première, c'était si mes opinions sont radicalement différentes de celles de mon partenaire et que je trouve les siennes injustes, est-ce aller à l'encontre de sa liberté que de vouloir changer son opinion? Très intéressant. Déjà dans les mots. Alors moi, je donne toujours je vais donner assez généralement. Je vais répondre à cette personne, mais en même temps, quand j'ai pas les deux personnes, je peux faire que des réponses qui sont un peu, bien sûr, étriquées, hein, parce que j'ai besoin d'avoir les deux avis. Quand elle dit c'est injuste, injuste, c'est par rapport à son monde à elle. Peut-être qu'une autre femme, elle trouverait pas ça injuste. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle exprime en quoi elle trouve ça injuste, qu'est-ce que ça lui fait sentir quand voilà, il y a des choses que l'autre fait qui ne lui vont pas. C'est ça qu'on apprend à faire nous, dans le dialogue imago. C'est-à-dire, c'est de dire, tu vois, quand tu me dis ça, voilà ce que je vis. Puis injuste, c'est un concept. Qu'est-ce que ça me fait? Je trouve ça injuste et puis je me sens quoi? Blessé, je me sens enfermé, je me sens transparent. Et c'est les sentiments qu'on va exprimer qui vont vraiment nous aider qui vont aider le partenaire à comprendre vraiment ce qui se passe. Après dans les dialogues, je vais plus profondément. On va dans l'enfance, c'est-à-dire on fait le lien avec ce qu'on ressent aujourd'hui et ce que ça nous rappelle de notre enfance. Ces sentiments-là, quels sentiments ça me rappelle de mon enfance? Donc ça, c'est très important parce que ça évite d'être dans la lutte de pouvoir. Quand la personne, elle dit c'est injuste, en fait, on est dans la lutte de pouvoir. C'est-à-dire que moi, j'ai raison, toi, tu n'as pas raison presque. C'est un peu ça. Je sais pas si c'est très souvent ce qui se passe. Sauf que dans la relation, les deux ont toujours raison. C'est ça que moi j'ai appris. Les deux ont toujours raison. C'est-à-dire, dans mon monde, ce que je dis, ça a du Ouais. sens et j'ai raison. Et l'autre, il n'est pas là pour nous casser les pieds ou pour nous pourrir la vie. Ce qu'il dit là, c'est dans son monde et le but, c'est d'apprendre à être curieux. Et ça demande un espace sécurisé. C'est pour ça que le dialogue imago permet cet espace sécurisé. Parce que sinon, dans la communication, si on se sent déclenché, si on se sent en réaction, on va vouloir intervenir. Et puis là, on va surenchérir, on veut avoir le dernier mot. Puis on n'est pas confort avec ça. On ne va pas vraiment écouter l'autre. Et si on n'écoute pas l'autre, ben, l'autre ne va pas se sentir entendu, ne va pas se sentir exister. Et puis il reste que deux petits enfants. En fait, ce qui se passe, c'est quand on se dispute, quand on est en réaction, ce qui se passe, en fait, euh, ce qui se passe, c'est vraiment que
comment je pourrais dire ça? J'essaie de trouver le bon mot. Euh, Quand je suis déclenché, en fait, c'est ça, c'est les petits enfants intérieurs. Moi, je parle beaucoup d'enfants intérieurs. Donc, quand je suis en réaction, c'est toujours l'enfant à l'intérieur de moi qui réagit, mais toujours. Je viens d'écouter un podcast de Marie-Lise Labonté, là, que je conseille vraiment dans les podcasts Métamorphose. Et elle explique vraiment ça, c'est que dans toutes les souffrances, même les maladies dans le corps, tout ça démarre de blessures d'enfance. Même nos maladies, c'est des émotions qu'on n'exprime pas et qui viennent de l'enfance. Donc, c'est vraiment important de voir que dès qu'on se dispute, c'est les petits-enfants qui prennent le pouvoir. Et si on n'a pas les outils, eh ben, c'est les petits-enfants comme s'ils disaient écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et c'est celui qui va être entendu le dernier, donc c'est le dialogue de sourds parce qu'on ne s'écoute pas vraiment. Voilà ce qui se Et puis j'avais passe. entendu un jour qu'en fait on se mettait justement à crier parce qu'on se sentait plus entendu en fait et que du coup on veut être entendu donc on crie mais du coup c'est un cercle vicieux quoi. Ça, il y en a un qui crie souvent, puis l'autre, il va se fermer, il va se dire, de toute façon, quoi que je dise, c'est toujours la même chose, c'est toujours des cris, tu es toujours dans la critique. De toute façon, quoi que je fasse, c'est jamais assez. Ça, c'est des dialogues classiques. Le Ouais. maximiseur, moi j'aime bien dire maximiseur, minimiseur. C'est vrai que les maximiseurs, c'est 90% des femmes, c'est celles qui cherchent à être en lien et les hommes, ils se protègent du lien, ils se ferment dans leur grotte. Mais c'est vrai que très souvent, celui qui se sent abandonné, ben, il va faire beaucoup de bruit, il va venir chercher l'autre et il va faire beaucoup de bruit, donc il va passer pour agressif, pour celui qui crie. Et l'autre, ben, il va faire la victime très souvent, ou bien il va se replier, il va rien dire, et puis il va rien dire, puis il va se renfermer sur lui-même, ou il va rester dans le silence, et ça va agacer encore plus le partenaire. Ça, c'est des danses sans fin. Donc la seule façon de sortir de là, parce que pour donner des clés, c'est de parler la même langue, c'est de parler, de se connecter sur les mêmes ondes. Et les seules ondes communes, dans ces cas-là, c'est le cœur. Donc moi, j'apprends au couple à avoir un langage du cœur, à descendre dans leur cœur et à se parler d'une certaine façon, mais d'une manière sécurisée. Et là, ils vont pouvoir s'écouter, s'entendre, s'écouter, se résumer même, et de valider ce que l'autre dit, d'avoir de la curiosité pour ce que l'autre dit. Et si on est dans un espace sécurisé, c'est beaucoup plus simple que si on le fait d'une manière sauvage, comme ça, dans les discussions entre deux. Peut-être ça fait penser que si on fait, quand on a des discussions importantes dans la relation, quand on a des discussions vraiment importantes, il y a des principes. Le principe, c'est ne jamais le faire dans les moments de transition de la vie. C'est quoi les moments de transition? Le lever, le départ au travail, le retour du travail et le coucher. Si on commence à parler à ces moments-là, vous pouvez être sûr que souvent, ça va partir en live. Ok, Et donc c'est bon à 80% savoir. des, 80% des disputes se font là, en fait. Pourquoi? Ok. Parce qu'on n'est pas disponible. Moi, par exemple, j'étais un champion. Je donne un exemple du passé. Moi, je disais rien. J'avais peur de dire les choses à mes partenaires. J'avais peur qu'elles me rejettent. Je me sentais tellement anormal avec toutes mes caractéristiques particulières là, de HP, aussi de. J'avais pas conscience à ce moment-là, mais d'hypersensible. Mais j'avais vraiment peur d'être rejeté. Puis je disais rien. Puis le soir, avant le coucher, puis c'est là que je sortais le truc parce que j'arrivais plus à le garder. J'étais content. J'avais sorti mon truc. Puis après, moi, je pouvais dormir. Sauf que ma partenaire, elle restait avec le truc, puis elle dormait pas de la nuit, elle était folle de rage, quoi. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple à éviter. La voiture aussi. La voiture, c'est le cinquième que je rajoute. Parce que la voiture, moi, je sais que quand je conduis, si on commence à démarrer une discussion importante et que je suis pas d'accord ou je vis des choses difficiles, j'ai envie que d'une chose, c'est de foncer dans un arbre pour que ça s'arrête. C'est pas très Donc vaut sécurisant. mieux éviter alors. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'accidents il y a eu des études de fait, il y a des accidents, beaucoup d'accidents qui ont démarré à cause de ça, parce que c'est tellement insupportable, tu es coincé, ceux Ouais, qui se sentent enfermés, tu peux pas sortir. Ou alors tu arrêtes le contact et tu sors de la voiture, mais des fois, moi je me suis vu en train de me dire faut que ça s'arrête. ouais. Et justement, en fait, dans la question qui avait été posée, en parlant un petit peu plus à la personne, enfin, la question sous-jacente, c'était aussi, est-ce que parce que c'était un sujet de société sur lequel ils étaient vraiment pas d'accord. Et la question, c'était vraiment parce que elle, ça l'a touché beaucoup, qu'il n'ait pas la même opinion qu'elle. Est-ce que, en fait, un couple est viable à partir du moment où on n'a pas les mêmes opinions, en fait. Mais oui, mais complètement. Euh, Très souvent, les couples, on pense
le but, c'est pas d'être d'accord, c'est d'être heureux. Tu vois, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être heureux dans un couple. C'est pas le même objectif. On peut pas, on a deux mondes différents, on ne peut pas être d'accord sur tout. Ou alors, il faut trouver un clone, il faut trouver un jumeau. On s'ennuierait complètement avec quelqu'un, tu vois, avec quelqu'un comme ça. Donc, le, le- ce qui est important, c'est de voir que les deux ont raison. C'est très souvent, on essaie d'avoir raison parce qu'on a du mal à exprimer notre besoin. On va être dans la critique Mhm. parce qu'on n'exprime pas un besoin. Ça, je renvoie à Marshall Rosenberg, tout ce qu'il a écrit dans la communication non violente, vraiment. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui ont écrit hein, là-dessus. Mais vraiment, on peut ne pas être d'accord. Après, il y a des sujets. Par exemple, si on va avoir des enfants et que l'autre ne veut pas avoir d'enfants, ça peut être vraiment une raison suffisante pour se séparer, mais pas toujours. Parce que moi, je vais toujours voir en dessous qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est le fait de pas. Qu'est-ce qui me blesse là-dedans? Parce que parfois, c'est pas tout de suite, ou bien c'est j'ai peur d'être enfermé, puis des fois, il suffit de parler de nos peurs, puis qu'après, l'envie, elle vienne. Donc, je m'arrête jamais sur ce que les couples disent. Le problème n'est jamais le problème. Tu vois, et c'est toujours D'accord. l'émotion qui est en dessous, puis on va aller voir l'émotion, puis on apprend à la dire. Puis quand on l'exprime à l'autre, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur, puis ça nous rapproche, et il y a plein de choses qui évoluent. Donc c'est pour ça que ne jamais faire attention à ce qu'on dit. Il faut toujours aller en dessous. Si on reste sur la partie émergée de l'iceberg, c'est sûr que ça va pas, il va pas y avoir de dénouement possible. On va rester autour Mhm. de la partie émergée, puis la partie immergée, on va jamais la voir. Je suis désolé hein, parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Je suis obligé de tenir mon téléphone parce que le fil m'empêche de le poser. Si je le mets, je suis. Ah bah si je peux le mettre comme ça. Bon, bah non, ça va pas. Hein, tu vois. Je pense Donc qu'on voit de travers. ça bouge et puis comme je vois pas grand-chose, mais voilà. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, ça me dérange pas, en tout cas. Ok. Non, mais c'est ce que je me vois bouger Ah, là. Mais non, j'ai pas donc voilà. le mal de mer Voilà. pour l'instant. Voilà. Mais voilà, c'est pas le plus. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Quand je fais la vision du couple, l'exercice de la vision du couple avec tous les couples que j'ai, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on partage, mais il y a toujours des choses qu'on ne partage pas, et c'est pas grave. Ce qu'on ne partage pas, c'est une frustration. Derrière toute frustration, il y a une pépite d'or. C'est la relation qui veut grandir quand on n'est pas d'accord. Donc, si on est capable de se mettre dans ce désaccord et d'en discuter, derrière, il y a une pépite d'or qui va faire grandir la relation, qui va enrichir la relation. Toujours. Mais si on n'est pas capable de se mettre en conflit, en tout cas d'être dans un désaccord et d'en parler, si on s'énerve, si on coupe court et si on ne veut plus en parler, là, on crée un espace et on s'éloigne et c'est là que ça devient un problème. C'est ce qui se passe dans beaucoup de couples qui se séparent. Les couples qui se séparent, pour moi, 95% des couples se séparent pour des raisons qui ne sont pas celles pour lesquelles ils pensent se séparer. Je le dis souvent ça dans les conférences. Mais on ne se sépare pas pour les bonnes raisons. On se sépare à cause d'un problème qui ne va pas, mais le problème n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est d'aller voir la racine, la blessure qui est en dessous, le besoin non satisfait de l'enfance. Parce que c'est toujours ça, c'est toujours lié, toujours, toujours, toujours lié à un besoin non satisfait de l'enfance quand il y a vraiment des choses qui nous bloquent dans la relation. C'est là qu'on est coincé. Donc c'est vraiment important dans ces moments-là, quand les couples vivent ça, c'est important de se faire accompagner. Seul, pourquoi c'est important de se faire accompagner? Tu vois, il y a plein de choses qui me viennent. Parce que la plupart des gens qui écouteront ce live, comme beaucoup de gens qui sont en développement personnel, on, est on a été des enfants qui ont eu l'impression qu'ils ne pouvaient pas demander de l'aide aux adultes ou qu'ils ne se sentaient pas compris, ou les parents n'étaient pas disponibles, ou pour plein de raisons, ils se sont débrouillés seuls pour beaucoup de choses. Ils ont gardé leurs émotions à l'intérieur et ils ne se sont pas sentis accueillis dans tout ce qu'ils vivaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Ils ont grandi avec cette croyance qu'ils doivent se débrouiller seuls. Et qu'est-ce qu'on fait adulte? Eh ben, on se débrouille seul. On essaye de se débrouiller seul, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à demander à son partenaire vraiment des choses. Ou alors, quand on demande pas de manière précise. On demande des choses très diffuses, ce qui fait que l'autre, il ne sait pas ce qu'il doit faire, et puis ça l'angoisse, et puis il va avoir l'impression de ne pas être là à la hauteur s'il ne donne pas le bon truc, donc il ne va rien donner. Tu vois, il y a tous ces jeux-là qui se jouent, ce qui fait que c'est hyper important à un moment donné d'être accompagné par quelqu'un de neutre, même pas longtemps, mais au moins d'avoir une aide et de demander de l'aide. Je crois que dans ce monde dans lequel on vit, ça va être même salvateur pour tout ce qu'on vit. Si on n'est pas capable de demander de l'aide, on risque de se retrouver très vite seul ou vraiment dans une vraie solitude.
par rapport à tout ce qui se Mm. passe. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte, contrairement à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous inculque ou ce qu'on nous... Même c'est dans le non-dit. C'est comme si c'était une honte de demander. Je vois le nombre d'hommes, s'ils demandent, c'est qu'ils sont faibles. Rien à voir, rien à voir. On ne peut pas tout savoir. Et de demander de l'aide, ça permet aux partenaires, surtout nous les hommes, quand on demande à nos partenaires féminines, ça permet aux femmes de se sentir exister, de se sentir importantes quand on leur demande de l'aide. Donc elles ont l'impression d'être importantes pour l'autre. Mais si on ne demande jamais rien, bah, au bout d'un moment, elles ne se sentent plus importantes. On a besoin de s'entraider. Moi, je sais que j'ai eu du mal à demander de l'aide, mais c'est tellement bon de pouvoir demander de l'aide et pouvoir se reposer sur quelqu'un parfois. On n'est pas obligé de toujours Mm. faire tout seul. Sinon, pourquoi se mettre en couple? Si on peut se débrouiller tout seul, débrouillons-nous tout seul et puis point, quoi. Mais J'exagère un justement, tu peu. vois, j'allais te poser la question, est-ce qu'on est vraiment obligé, enfin c'est une question, j'ai une certaine réponse dans la tête, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'attendre qu'il y ait un conflit dans un couple pour aller voir un thérapeute, ou est-ce que ça peut être aussi très salvateur en fait d'aller voir un thérapeute même quand tout va bien? Ah, même nous, tous les thérapeutes de couple te diront que nous, on préférait des couples. L'idéal, je vais dire franchement, c'est quand ils viennent après, juste à la fin de la période de lune de miel, où il y a encore beaucoup d'amour, mais il commence à avoir des Ouais. petites chicanes, des petits conflits, des petits conflits. Si les couples viennent là, c'est gagné, mais à 100% des couples, c'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. Parce que, moi je dis, pendant la lune de miel, ne venez pas profiter de votre lune de miel, ne vous posez pas trop de questions. Vivez ce que vous avez à vivre, c'est quand même sympa cette période-là. Mais elle dure tellement peu longtemps, surtout pour les personnes conscientes. Et même toi qui est jeune, mais je vois toute la conscience que tu as, ça doit te résonner. Mais plus on réfléchit sur la relation, plus il y a des défis qui arrivent vite. Alors, les défis arrivent assez vite, donc pas la peine de s'en mettre en plus. Mais dès qu'il y en a, moi je conseille vraiment d'aller demander de l'aide parce que ça demandera quelques séances et vous aurez des outils pour la vie pour être vraiment autonome et vraiment et autonome dans votre communication, mais non seulement avec votre partenaire, mais aussi avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, en entreprise, si vous devez gérer des formations. Moi, cet outil-là m'a changé la vie. Et j'apprends Mm. tous les jours encore, parce que je suis loin d'être parfait, bien sûr. Et j'apprends tout le temps. Et je crois que tu allais me Alors, demander même, je crois même que tu allais me demander, est-ce qu'on est obligé d'être en couple? Tu vois, je crois que tu étais parti pour me dire, est-ce qu'on est obligé d'être en couple? non, C'est mais pas le en cas. plus, je pense effectivement qu'on peut ne pas, enfin, je pense que si tout le monde suivait une thérapie, franchement, le monde irait mieux, hein. Parce que ça serait vachement plus simple. Oui, puis la liberté, comme on est sur le thème de la liberté, euh, pour moi, de faire une thérapie, ça aide à se sentir plus libre dans la relation. C'est-à-dire, si on C'est se ça, ouais. connaît bien, parce que la liberté, c'est à l'intérieur de soi, c'est pas l'autre qui nous enferme. C'est ce qu'on imagine que l'autre veut de nous très souvent. Ou si Mm. notre partenaire nous invite, des fois nous dit des choses où on ne se sent pas libre, c'est notre liberté à dire, là, je suis pas d'accord. Là, moi, j'ai pas envie de ça dans la relation. Mais souvent, on le dit pas parce qu'on a peur de perdre la relation. Et c'est là qui fait que c'est nous qui nous enfermons. C'est nous qui Mm. créons de la colère contre nous-mêmes. Et on n'est pas en colère contre l'autre, on est en colère que contre nous d'avoir accepté au bout d'un moment des choses qui n'étaient pas acceptables dans notre système. Mm. Et Et ça, c'est ça me important. parle beaucoup aussi parce que pendant un certain temps, je me posais moi-même des barrières. Enfin, je me disais, non, mais ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit et tout. Et un jour, j'en ai parlé justement à mon copain qui m'a dit, mais moi, je m'en fous. Mais moi, j'étais persuadée que lui, ça lui irait pas. J'étais persuadée que ça lui ferait du mal. Et lui, il m'a dit, mais je m'en fous, moi. C'est Et ça. c'est vrai qu'on projette en fait sur l'autre nos propres peurs finalement et on se dit bah l'autre il va penser ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était super important d'en parler parce qu'en fait on ne connaît pas les attentes de l'autre. Enfin, on ne sait pas ce que dans sa réalité ce qui est ok pour lui ou pas. Oui. Et si on ne le fait pas, c'est nos petits-enfants intérieurs qui ont essayé, enfants, d'être entendus, mais qui se sont fait rejeter ou abandonner ou trahis ou humiliés, tout ce qu'on veut. Et ce qui fait qu'on refait la même chose adulte. On a tellement peur de perdre la relation d'amour qu'on ne dit rien. Mais l'interprétation, pour moi, c'est l'ennemi du lien. C'est ce que je dis dans mon livre. Pour moi, l'interprétation, ça nous éloigne de l'autre. Parce qu'on ne lui donne pas le pouvoir de pouvoir dire quoi que ce soit. On lui projette des choses qui nous appartiennent, nous. Ouais. Donc, c'est foutu d'avance. Et on s'éloigne. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui dit ça, l'autre, il est en dessous. Donc, on n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde si on interprète. Toujours vérifier
Et c'est pas évident, hein, parce que moi aussi, je vois, je pose pas facilement des questions, mais des fois, je les pose à l'intérieur. Je pense que je les pose, mais je les pose pas. Et je vais interpréter aussi. Je vais interpréter parce que je vais me protéger. C'est ma façon de me protéger. Je me dis, oh, bah, de toute façon, elle en a rien à faire. Mais la seule façon de savoir, c'est de poser la question. Quand je te dis ça, qu'est-ce Ouais. que ça te fait? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je te dis? Si on est capable de faire ça dans la relation, c'est des grands pas de fait Mm, mm. vers notre liberté. Alors, ouais. On va peut-être passer à la deuxième question, du coup. Est-ce que tromper est inhumain? Peut-on avoir du désir pour une seule personne toute sa vie? Je suis pas un juge. Tromper est inhumain, non, je veux dire, les relations extra-conjugales ou bien avoir plusieurs partenaires existent depuis des milliers d'années. C'est-à-dire, il y a des milliers d'années, il n'y avait pas de partenaire. Il y avait vraiment, c'était pas du tout la même société. C'est l'Église qui a créé le couple et puis la relation unique déjà, hein. Mais après, je dis pas qu'il faut Mm, avoir plusieurs partenaires. Faut pas se dire ah bah voilà, bah, je suis normal. Non, pour moi, tout est possible dans un couple à partir du moment où on communique, où les deux partenaires sont toujours d'accord. Pour moi, il n'y a pas de compromis dans un couple. Il n'y a que des ententes. Il faut que les deux mm, s'entendent, qu'il n'y en ait pas un qui se soumette. Ça, c'est une chose. mm, mm. La deuxième partie de la question, c'était quoi déjà? J'ai un trou. Peut-on avoir du désir pour une... oui, Oui, peut-on avoir du c'est ça. désir pour une seule personne toute sa vie? Mais non, du désir, on peut en avoir pour plein de personnes. Le désir, c'est une émotion. C'est comme si je te disais, je veux que tu sois triste demain et après, plus jamais tu es triste. C'est pour moi aussi stupide que de dire ça. Parce que le désir, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est ce qui est là, c'est ce qu'on fait du désir qu'on peut contrôler. Je peux contrôler ce que je fais de mon désir. Par exemple, dans un couple sain, ça peut être aussi de dire, bah, tu vois, là en ce moment, on s'éloigne et puis je sens que je commence à avoir du désir pour d'autres femmes. Et j'aimerais Mm, qu'on en parle parce que j'ai pas envie d'aller. C'est avec toi que j'ai envie de développer ma relation, c'est pas avec d'autres, mais je ressens du désir. Ben, notre partenaire, ça va pas lui faire plaisir forcément sur le coup, mais elle va toujours être reconnaissante, ou le partenaire ou la partenaire, d'avoir été authentique et de dire, et puis ça ne veut ouais. pas dire qu'on va passer à l'acte. Et ça, pour moi, c'est Mm, être mature de pouvoir dire ça et de pouvoir en discuter et de trouver ensemble qu'est-ce qu'on fait pour remettre du piment dans notre relation. Ça commence par là, mm, tu vois. Mais si on dit rien, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va s'éloigner, puis là, on va avoir une relation extra-conjugale, ou bien on va se séparer, ou on va faire plein de choses. Donc, pour moi, tromper, j'aime pas ce mot-là, tromper déjà. Tromper qui trompe qui? Parce que dans les relations extra-conjugales, on est tous les deux quand même, en général, responsables de ce qui se passe. Il y en a un qui fait le pas, mais on est responsable d'en être arrivé là. Je veux dire, mm. après, j'ai par exemple un couple là, qui voulait travailler avec moi, et ça s'est pas fait pour plein de raisons, mais le monsieur, il avait 65 ans, ils ont 42 ans de vie commune. Il est à la retraite et il était commercial. Il a dit, moi, mon jardin secret, c'est que j'allais voir, ben, j'avais des rencontres dans mes voyages, je voyageais beaucoup. Puis j'ai toujours aimé que ma femme, mais j'avais des rencontres avec d'autres femmes et j'ai jamais voulu lui dire parce que j'avais peur qu'elle le prenne mal, alors que moi, je sais mes sentiments pour elle. Sauf que, ben, elle l'a appris. Et depuis qu'elle l'a appris, ben, elle n'arrive plus à se rapprocher de lui. Donc là, c'est tout un travail de dire ce qui s'est passé, de dire chacun ce qu'on a vécu. C'est tout un travail pour nettoyer la relation. Parce que là, tu vois, les relations extra-conjugales, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'honnêteté des deux parties. Donc, c'est ça qui est touché. Pour elle, c'est pas le fait qu'il ait eu d'autres partenaires, s'il en avait parlé, mais c'est le fait qu'elle se sente trahie. Et ça réveille une blessure de trahison vraiment très profonde qu'elle a vécue enfant. C'est le sentiment qui est douloureux. C'est pas le fait la relation extra-conjugale. Dès qu'on touche la sexualité, ça vient toucher des choses vraiment très profondes de soi. Donc c'est normal Mm. que ça vienne activer ça vienne faire beaucoup de bruit. Sauf que c'est important d'aller voir en dessous ce qu'il y a. Si on reste sur la partie émergée, il ne se passera rien. On résout le problème, c'est comme si on enlevait une mauvaise herbe avec les mains et on n'allait pas enlever la racine. Donc elle va repousser la mauvaise herbe 2 mètres à côté ou dans un autre problème, elle va revenir. Tu vois, c'est exactement la même image. Donc c'est beaucoup plus Et, complexe, tu vois, par rapport à cette question, c'est complexe. et puis aussi, quand tu parles de trahison, je me dis, euh, souvent, tu vois, dans un couple, on peut entendre, non mais je te jure que je t'aimerai tout le temps, toujours, ou je te jure que je te tromperai jamais.
Et je trouve que déjà, c'est autre chose que déjà d'arriver dans le couple et de dire à la personne, bah en fait, je suis pas sûre parce que je suis quelqu'un, enfin, je suis humaine en fait, et je peux pas te promettre que ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, je n'ai pas envie que ça arrive, mais je peux pas te promettre que ça n'arrivera jamais. Et je trouve que du coup, enfin, si jamais ça arrive, si effectivement il y a une relation extra-conjugale, euh, c'est moins perçu comme une trahison du coup parce que on, l'autre n'a pas fait de promesse déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire un peu? On voit bien. En fait, ce qui est là-dedans, dans ce que tu dis, j'essaie de vraiment sentir, c'est assez juste. C'est parce qu'il manque quelque chose. Si tu dis à la personne, je peux pas te promettre que je serai toujours avec toi et tout ça, ça va pas le sécuriser. C'est pas un truc qui va sécuriser. Ce qui est important, c'est de dire ce que je peux te promettre. Par contre, tu vois, je peux pas te promettre qu'on restera tout le temps ensemble. Je peux te promettre, c'est que si je m'éloigne de toi, eh ben, on va en parler et on va trouver des solutions Oui, oui, ensemble. oui, Et on oui, oui. décidera tout ensemble. Ça rassure. Mais si dès le début, je dis, ben, je sais pas ce que dans 10 ans, c'est aussi difficile que de dire, je te promets que je te tromperai jamais. Ça, qui peut dire ça? On ne peut pas promettre le futur, on n'est que dans l'instant présent. Par contre, on peut s'engager. Plutôt que de promettre, on peut s'engager avec l'autre. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la vision de la relation, dans un exercice qui s'appelle la vision de la relation. Quelle vision j'ai de la relation? Ben, c'est dans ma relation idéale, ben, on s'engage à nourrir la relation régulièrement et à dire quand ça va pas. Tu vois, il y a plein de choses à mettre en Ouais, place. Bon, moi, je préfère vraiment ça. Je préfère vraiment de ok. parler de. Le but, c'est de rassurer. Moi, je sais que j'ai pas été très rassurant pour mes partenaires parce que j'avais tellement peur d'être enfermé, de perdre ma Ouais. liberté que je les mettais à distance tout de suite. Mais c'est comme si j'avais un pied dedans, un pied dehors la relation. Donc, mes partenaires, qui Mhm. étaient bien sûr des femmes qui ont été abandonnées, puisque si je les rencontre, c'est ça l'imago aussi, je vais revenir. Dans l'imago, on rencontre un partenaire qui possède des caractéristiques que nous, on a mis dans notre congélateur. Donc, on a les mêmes blessures, mais on les protège d'une manière différente. Ouais. Donc, comme par hasard, moi, j'étais celui qui fuyait et je tombais sur les partenaires qui avaient besoin de se sentir aimés et d'être vraiment en sécurité. Mais moi, je donnais Mhm. beaucoup l'apparence de quelqu'un qui donnait de la sécurité au début parce que j'avais des beaux discours, mais derrière, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Et puis, dès que j'étais pas en confort, je m'éloignais et je quittais mes partenaires. Donc, je- à juste titre, elles ne se sentaient pas en sécurité. Puis elles rejouaient Mhm. les mêmes dynamiques que ce qu'elles avaient vécu aussi dans leur enfance, de ne pas se sentir en sécurité dans leur relation avec le père ou plein d'autres choses. Mais une fois qu'on a conscience de tout ça, on peut vraiment après, à partir du moment où on parle, on communique, on trouve un outil où on peut se sentir en sécurité, ben, ça va venir ouvrir le cœur, on va avoir de plus en plus confiance en soi. Et si j'ai plus confiance en Mhm. moi, ben, je vais avoir de plus en plus confiance en l'autre, qui n'est pas là pour m'envahir ou me pourrir la vie, mais vraiment pour m'aider. Et c'est ça qui permet pour moi d'être heureux à deux. C'est la confiance en soi. On en a parlé, toi et moi, déjà un petit peu. C'est de nourrir l'amour de Ouais. soi aussi pendant qu'on est en couple. Et bah alors justement, une question que je vais te poser par rapport à ça, c'est que on entend souvent qu'il faut d'abord s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, avant de pouvoir être en couple. Et je voulais avoir ta vision sur la chose justement. Est-ce que tu penses qu'il faut d'abord s'aimer complètement avant de pouvoir être en couple, ou est-ce que tu penses qu'il est possible d'être en couple et en fait d'évoluer dans ce couple-là, donc à la fois soi-même et à la fois dans le couple, donc c'est vraiment limite deux entités différentes, on peut dire, et d'évoluer et puis de voir si bah l'autre, si on n'évolue pas nécessairement en même temps que l'autre, finalement de se dire bon bah peut-être qu'il y a un moment si vraiment ça coince et qu'on n'arrive pas à comment dire euh, à s'ajuster. Si ça, on n'arrive pas à s'ajuster, à ce moment-là, on peut peut-être quitter le couple. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de se dire bon bah puisque je m'aime pas, je sors du couple, je vais aller m'aimer et après je reviendrai en couple. Oui, c'est vrai que c'est assez à la mode en ce moment. On voit partout apprendre d'abord à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Mais si on attend ça, ben on va rester célibataire longtemps. Nous, ce qu'on dit, ce que j'aime bien, moi, ce que j'aime, c'est que la relation est le thérapeute. C'est-à-dire et le thérapeute EST. C'est la relation intime qui est le thérapeute de notre thérapeute. C'est-à-dire c'est dans la relation qu'on peut apprendre aussi à s'aimer, en osant, en confiance, avec des outils, dire à l'autre notre vérité, ce qui se passe vraiment,
et être Mhm. entendu, être vu, être validé, avoir de l'empathie. Tout ça, ça permet vraiment de nourrir l'amour de soi. Moi, pour moi, l'amour de soi, c'est dans la relation qu'on peut le nourrir. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce que je fuyais la relation vraiment de couple. Je fuyais et j'ai compris bien tard que c'est dans la relation qu'on peut vraiment grandir. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir un minimum d'estime de soi. Si j'ai pas un minimum d'estime de moi, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que dans les relations, même quand il y en a un qui parle de lui, qui va parler de ce qu'il vit, qui ose parler que de soi, l'autre, celui qui manque beaucoup de confiance en soi, il va le prendre pour lui. Il va dire, oui, mais si tu dis ça, c'est parce que tu me reproches quelque chose. C'est-à-dire qu'on prend tout ce que l'autre dit pour soi. Mhm. Ça, c'est le manque Mhm. d'estime de soi. En même temps, quand je dis ça, je suis un peu contradictoire parce que si mon partenaire manque de confiance en soi, si je choisis un partenaire qui manque de confiance en soi, forcément, j'ai ça aussi. C'est des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit chez l'autre, très souvent, c'est des parties de nous qui sont enfouies et qu'on ne veut ou qu'on ne veut pas regarder. L'autre est un miroir. Et vraiment un miroir, donc c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que c'est pas juste de critiquer l'autre. Quand on critique l'autre, c'est soi qu'on critique. Et ça, ce que je dis là, c'est des choses qui sont de la théorie, oui, mais elles sont vérifiées sur les milliers de séances que j'ai eues. C'est systématiquement ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous remettre en question et de mettre un peu de conscience, de arrêter de critiquer notre partenaire parce que ce qu'on critique chez l'autre, on l'a aussi, puis c'est nous qu'on critique. Donc, c'est plus intéressant de dire, voilà, quand tu fais ça, voilà ce que je vis. Parler de son ressenti, d'aller dans son cœur, de descendre. Pas facile, hein. Et c'est là que ça demande Mhm. de l'aide extérieure. Parce que, par exemple, nous, les hommes, on ne nous a pas appris le langage du ressenti facilement. Je vois, c'est beaucoup plus difficile encore pour les hommes. Je ne dis pas que c'est pour certaines femmes aussi, mais vraiment, chez le masculin, de parler du ressenti, de ne pas parler à partir de la tête, c'est pas facile. On nous apprend à être efficace, à être compétitif, à être dans l'action. Et le langage de l'action, Mhm. c'est pas le langage émotionnel. Donc, Mhm. c'est vraiment important d'apprendre le langage émotionnel pour parler la même langue. Vraiment. Merci Donc, beaucoup. voilà, la réponse est non. Comme on n'est pas obligé d'être en couple, comme on n'est pas obligé, on est obligé de rien. C'est qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mon envie dans la vie? C'est pas il faut. Dès qu'il y a le il faut, Mhm. dès que vous dites il faut, dès qu'on se dit il faut, c'est foutu. Ça veut dire que Mhm. c'est quoi l'envie derrière? Il faut, c'est qui il? C'est les injonctions, c'est les parents, c'est mes croyances. C'est j'ai envie. Je prends la responsabilité de mes envies, de mes désirs, de mes besoins. Ça, c'est vraiment important Mhm. d'apprendre ça dans le couple. Ouais. Voilà. Et puis même, tu vois, parfois quand on a des besoins qui sortent de la norme, alors maintenant du coup on entend beaucoup plus ça, donc on est peut-être plus décomplexé par rapport à ça, mais quand on a des besoins qui sortent de la norme, par exemple, on n'a pas envie d'habiter nécessairement avec la personne, ou par exemple, je sais pas moi, on veut faire chambre à part, ou enfin des choses comme ça qui peuvent sortir de la norme. Parfois, c'est des besoins qu'on n'ose pas nécessairement extérioriser, dont on n'ose pas nécessairement parler parce que on se dit mais c'est bizarre, c'est pas ça un couple en fait. C'est ça, Ça rejoint ce que tu dis, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où on crée, en fait, on a tellement de sortes de couples et autant de couples que de personnes. Donc c'est là où il faut vraiment oser, enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure et c'est ce que je pense aussi, c'est oser exprimer nos besoins parce que finalement on peut créer un couple qui nous convient tout à fait et qui conviendra également tout à fait à l'autre, qui ressemblera peut-être pas au couple qu'on verra à côté, mais finalement on s'en fout parce que nous ça nous convient. c'est ça. C'est les croyances limitantes, c'est les il faut, les on doit. C'est tout ça, ça nous éloigne de nous-mêmes et de vraiment de l'épanouissement de notre vie au-delà du couple. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de couples qui ne vivent pas sous le même toit, mais c'est simplement, c'est pas que c'est bien ou pas bien pour moi. Moi, j'ai pas de projet pour les couples. Quand ils viennent, je cherche pas ce qu'ils restent ensemble, je cherche rien, c'est je les mets en connexion et de cette connexion, bah, ils vont choisir ce qui leur convient le mieux. Mais Mhm. pour moi, s'ils veulent vivre séparément, c'est pourquoi? Parce que c'est quoi la raison? Puis on descend vraiment dans le cœur, c'est quoi? Par exemple, si on ne veut pas dormir ensemble, ben, si quelqu'un ronfle comme une tronçonneuse à côté et qu'on ne dort pas, on va pas attendre d'être épuisé pour à un moment donné, c'est comment on peut faire ça. Moi, qui depuis quelques années, j'essaie de résoudre ça, mais qui peut ronfler, mais quand je ronfle, voilà, moi j'ai une chambre séparée, et puis avec ma partenaire, ben, on se donne des rendez-vous, par exemple, ou alors
on s'endort ensemble parce qu'on aime bien ça, puis après on va dormir chacun dans notre lit. C'est de trouver ce qui nous convient, c'est de faire des propositions, d'en discuter. Mais la rigidité, pour moi, c'est d'être rigide sur un point de vue, c'est voir ce qu'il y a en dessous, et puis ça ne permet pas, pour moi, la rigidité, elle est à l'encontre de la communication. Ce qui est important, c'est que chacun puisse s'entendre, chacun puisse donner ses arguments et trouver une solution ensemble, quel que soit le sujet, que ce soit de vivre ensemble, que ce soit de dormir ensemble ou d'autres choses. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à ça, et je pense que tu as répondu en grande partie là. C'est en fait, je me posais la question de, j'accepte que la personne ait du désir pour une autre personne, etc. Mais je sais pas si j'accepterais, par exemple, que qu'il y ait quelque chose de charnel avec une autre personne, ou simplement des rendez-vous, ou enfin voilà. Et du coup, je me demandais à quel point je lui laisse sa liberté, sachant que je ne serais pas d'accord qu'il fasse ça. C'est mettre des ententes. Là, vous devez. Ça, c'est les sujets les plus délicats. Moi, j'ai des dialogues là-dessus, des dialogues sur l'intimité, sur la fidélité, sur qu'est-ce qu'on entend par être. Il y a tellement de choses. Chaque couple, ça va être différent. Dans les couples polyamoureux, par exemple, qui étaient mono et qui deviennent polyamoureux, ben, les gens, voilà, ils veulent avoir plusieurs partenaires et l'autre ne veut pas. Donc là, ça va demander vraiment un gros travail. Et là, des fois, ça peut amener à se séparer. Mais il y a un vrai beau travail à faire pour savoir c'est quoi mon bénéfice, pourquoi j'ai envie d'avoir plusieurs partenaires dès le début. Moi, par exemple, je pourrais concevoir, je conçois qu'on puisse avoir plusieurs partenaires. Ça, c'est que personnel, hein. Après quelques années, si on fait plein de stages pour essayer de se reconnecter sexuellement, on s'entend bien, mais on n'arrive pas à retrouver vraiment le piment. Et ben, ça peut être une décision ensemble de dire ben, on ouvre la relation. Et ça peut être de dire on ouvre la relation, mais il faut que les deux soient d'accord. Si les deux ne sont pas d'accord, il y en a un qui va se soumettre et ça va faire des dégâts. Mais tout ça, c'est à discuter. Je ne peux pas te dire, il y a tellement les cas sont différents. C'est vraiment à discuter, d'aller voir toujours en dessous, d'aller voir les vraies raisons. Et qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas voir d'autres personnes? Qu'est-ce que je vais vivre? Et ce que je vais vivre, à quoi ça me rappelle? Et c'est vraiment de voir ensemble. Parce que moi, je connais des couples qui vivent ensemble, qui sont polyamoureux, par exemple, et ils sont heureux. Ils ont traversé beaucoup de périodes difficiles parce que ça a remué beaucoup de choses. Mais ils ont appris ils sont très heureux de vivre comme ça et ils s'aiment et on le voit, l'amour entre eux, et ils ont quand même des partenaires à côté. Donc c'est pour ça que j'ai pas qui je suis pour avoir du jugement. Quand j'accompagne, j'ai vraiment pas d'intérêt personnel ou bien de volonté de les emmener à un endroit. Je pense que c'est chaque couple qui doit trouver leur communication et leur équilibre. Mais il y a des moments, s'il y a des choses qui ne sont pas négociables à l'intérieur, si ça vient trop toucher la blessure, bah, c'est d'être capable de dire bah, moi, c'est ma limite, je ne peux pas. Puis on deal avec. Et il y en a qui se séparent. Et là, on se sépare, bien sûr. Si à un moment donné, si c'est quelque chose qu'il n'y a pas possibilité de changer, mais pour moi, il y a un travail à faire. Ça demande beaucoup de discussions. Okay. Voilà. Alors, il y avait une question justement à ce sujet-là. Comment garder une sexualité active dans le couple sur le long terme? Bonne question, ben oui. Le livre, c'est ça, ce qu'on me demande de l'écrire, c'est comment rester en amour longtemps, et la sexualité en fait partie. Moi, j'étais formé en sexothérapie en France, j'ai fait beaucoup de tantra pour ça, pour comprendre. Et ici au Québec, par exemple, j'ai rencontré un homme qui est vraiment un grand ami aujourd'hui, Jean-Philippe Ruette. Jean-Philippe Ruette, il écrit beaucoup de textes là-dessus, justement, qui donnent vraiment des clés pour l'homme, et ça parle beaucoup de slow sex. Pour moi, le slow sex, c'est une forme pour rester connecté. C'est-à-dire que le but, pour rester longtemps ensemble, il faut que la connexion soit nourrie régulièrement. Pour la nourrir régulièrement, il faut que les besoins masculins et les besoins féminins soient entendus et puissent se retrouver. Comme à la base, en sexualité, je fais une généralité, mais c'est quand même souvent ça, l'homme, il a besoin de se sentir désiré pour ouvrir son cœur et se sentir aimé. Quand il se sent désiré, il se sent aimé. Ça passe par le sexe. C'est-à-dire que s'il se sent désiré, lui peut sentir l'amour circuler avec sa partenaire, il se sent aimé et son cœur s'ouvre. Une femme, c'est le contraire. Après la période romantique, une femme, elle a besoin de sentir la connexion avec son partenaire, de se sentir unique, de se sentir elle désirée pour elle et non pas parce que pour décharger, pour que son homme se décharge. Ben, si elle ne sent pas cette connexion, ben, son sexe ne va pas s'ouvrir. Et au bout d'un moment,
si elle se force, parce que dans l'éducation, dans les générations d'avant, dans l'éducation, c'est la femme, elle doit faire plaisir à son homme, il y a plein de choses comme ça. La femme, donc au début, elle va faire le plaisir, mais à un moment donné, c'est peu possible, ça ne va pas s'ouvrir. Et donc, si elle se force, elle va vivre de l'abus, ou bien elle va se sentir intrusée, elle va se sentir fermée, oppressée, et il n'y a plus de connexion. Elle va tout faire pour éviter ce moment-là. Ce qui se passe dans les couples où la femme elle dit je suis fatiguée, etc. Bon là, on exagère, mais ça existe aussi. Ça existe. Donc, comment faire pour durer? Moi, je dis toujours aux hommes dans les stages sexualité, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais après la période romantique où les deux ont du désir, quand on a du désir tous les deux, ça ne se pose pas le problème. Mais quand il y a moins de désir, ça va être vraiment de se reconnecter. C'est vraiment l'homme. Pour moi, c'est à l'homme. C'est très souvent la femme qui initie dans la communication. Dans la sexualité, c'est à l'homme aussi à proposer à la femme d'aller dans son monde. C'est à l'homme à aller dans le monde de la femme. C'est à l'homme à apprendre à se connecter avec son cœur, parce que de toute façon, elle ne pourra pas ouvrir autrement. Donc c'est pour ça que je dis l'homme n'a pas le choix à un moment donné. Là, et si l'homme fait ce chemin-là de vraiment comprendre comment la femme fonctionne et puis de vraiment lui demander ce dont elle a besoin, envie, d'aller vraiment dans son monde, ben, il verra, la femme, elle va pouvoir aussi venir dans le sien et de faire l'amour comme lui, il en a envie, des fois de manière plus sauvage, des fois de manière peut-être moins connectée, mais en tout cas, toutes les possibilités s'offriront parce qu'il y a une vraie entente, il y a une vraie écoute. S'il n'y a pas d'écoute mutuelle, au bout de quelques années, beaucoup de couples ne font plus du tout l'amour. Et c'est une réalité. La plupart des couples ne font plus l'amour, ou très très peu, une fois par mois, une fois par an, après quelques années de mariage, après 7 ans, 7, 8 ans de mariage. Beaucoup de couples sont dans ce cas-là, en tout cas. Donc, la seule façon, c'est vraiment de cheminer ensemble, d'apprendre à demander. Moi, je fais beaucoup de dialogue là-dessus, de dire ben, ce qu'on aime dans la relation, ce qu'on a besoin de l'autre, ce qu'on a besoin de nous de vivre. On peut dire aussi ce qu'on a besoin pour être en connexion avec l'autre, ce qui nous fait plaisir, de montrer à l'autre comment nous caresser. Il y a 1000 trucs, des exercices, j'en ai là, je ne suis pas là pour donner tous les exercices, ça c'est plutôt en consultation, mais c'est vraiment que les deux s'investissent là-dedans. S'il n'y a que l'homme qui essaye, par exemple dans la sexualité, c'est souvent l'homme qui tire les femmes dans les stages sexualité, parce qu'ils ont l'impression que c'est la femme qui est le problème, et donc c'est eux qui viennent pour en parler, parce qu'ils ont besoin d'en parler, et les femmes, c'est elles qui tirent plus les hommes dans les stages de communication et les stages de base imago, pour aller mieux dans la relation. C'est plus les femmes qui font ça, parce que les hommes, ils ont peur de parler, ils ont peur de ne pas dire les bons trucs, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, d'être le problème, justement. Donc, dans la sexualité, on a besoin, voilà, les hommes, c'est les laisser aussi prendre l'initiative, mais apprendre aussi à communiquer, tout simplement. C'est vraiment de la communication. On parle beaucoup, même les couples qui sont thérapeutes, les couples qui cheminent beaucoup dans la relation, j'ai remarqué qu'ils ne parlent pas de sexualité. Ils ne parlent pas de leur sexualité. C'est vraiment un sujet tabou, même chez les gens qui parlent beaucoup. Chez les jeunes, moins. Aujourd'hui, je pense que ça, tu pourrais me dire, mais je trouve que les jeunes en parlent beaucoup plus. Mais en contrepartie, chez les jeunes, il y a quand même si on en parle, on a des repères qui sont quand même des repères très Internet, donc très Pornhub, très les sites Internet. Et là, c'est par contre une catastrophe à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment important d'apprendre. Il y a des super livres qui sortent. Je viens d'en acheter un qui est super. J'ai plus le titre, mais je l'ai acheté, qui est vraiment chouette sur c'est une grande youtubeuse, en tout cas sur Instagram. J'ai plus le nom, mais je viens de l'acheter. Il est super. Là, ça dit vraiment les choses. Ça exprime vraiment bien la sexualité d'aujourd'hui. Peut-être que tu pourras, si tu veux, le mettre en commentaire du live, comme ça on pourra le retrouver. Ça serait très sympa. Je regarde combien de temps il nous reste. Alors, il nous reste 10 minutes. On peut prendre une autre question. Oui, je t'en prie. Alors, est-il possible d'aimer quelqu'un toute sa vie ou est-ce une sorte de construction sociale? J'ai beau faire des études de psychosociaux, là je finis une maîtrise de psychosociologie. Bien sûr que il y a une construction derrière, bien sûr, il y a quelque chose. Bien sûr, il faut rester. Il y en a il y a la croyance qu'il faut rester toute sa vie avec le même partenaire. Ça, bien sûr, c'était très ancré avant.
Maintenant, c'est toujours pareil. Moi, je pense que quand on a des enfants, quand on a, etc., ça vaut le coup d'essayer de rester en lien avec son partenaire et de vivre l'amour sur la durée, même si moi, je connais pas ça. J'ai pas connu ça parce que hum, j'ai eu longtemps peur d'être en relation, donc j'ai fui les relations longues. Mais aujourd'hui, je pense que, je sais pas si c'est souhaitable, c'est est-ce que j'en ai envie? C'est tout est possible pour moi. Euh, Mm. L'amour, le vrai amour, pour moi, il y a des choses auxquelles j'ai jamais eu accès que mes amis qui ont 30 ans de vie commune ont accès. Je pense à des amis qui sont aussi thérapeutes imago, avec qui je partage beaucoup, qui vivent vraiment, qui ont vécu plein d'étapes, qui ont vécu plein de conflits, mais qui ont l'impression d'avoir un partenaire à chaque fois différent et dans le même partenaire, d'avoir toujours plus d'amour, que c'est toujours plus fort et que c'est un point qui est indescriptible. Je pense que Mhm. si on reste pas longtemps avec quelqu'un, on vit des choses très fortes, Mhm. mais on vit pas ce qu'on appelle l'amour mature. On vit plus du domaine, ce qui est du domaine du désir, c'est plus les hormones, mais l'amour, c'est un autre endroit. Pour moi, l'amour, c'est la confiance qu'on a avec l'autre, c'est ce qu'on développe, c'est apprendre à aimer l'autre, à lui donner ce dont il a le plus besoin, sans se soumettre. C'est apprendre à vraiment comprendre ce qui lui fait vraiment plaisir, lui donner vraiment tout pour qu'il puisse grandir avec moi. Moi, je vois que quand on est capable de se donner ça, j'ai pu le vivre par moments, même si ça a duré maximum 6 ans, c'est vrai que les personnes qui ont cette capacité-là vont vivre quelque chose un épanouissement que les autres ne connaîtront pas. Mais après, il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé de le vivre. Ça, Mhm. c'est que mon opinion. Pour moi, l'amour, surtout quand on a des enfants, je veux dire, c'est intéressant de construire avec la même personne, bien sûr. Parce que pour eux, c'est un équilibre vraiment qui est plus, on va dire, plus sûr. Parce que quand on se sépare, on peut bien se séparer, hein. Il y a des familles recomposées qui vivent ça super bien, bien sûr. Mais il y a Mhm. aussi quand même beaucoup de déchirements, beaucoup de haine, beaucoup de disputes. Et c'est qui prend? C'est beaucoup les enfants, très souvent, qui portent les choses non dites, qui portent les blessures de leurs parents, ou en tout cas les choses qui n'ont pas été dites. Donc, moi, je trouve rien que pour ça, ça vaut le coup de faire le chemin avec son partenaire et d'aller au bout. Mais si à un moment donné, quand on fait le travail, on se rend compte que on a beaucoup d'amour, mais on n'est plus amené, on n'a plus la même vision de la relation, pour moi, c'est sain de se séparer aussi. Et il y en a qui se séparent, c'est pas une majorité, hein, mais j'ai aussi des gens qui se séparent dans le travail. Et c'est ok que si tous les deux le vivent bien, c'est leur vie. Moi, qui je suis pour dire quelle vie ils doivent avoir, quoi. Mhm. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de Euh, règles. Mais je voulais te poser aussi une autre question, c'est justement, tu parlais du fait de ne pas se soumettre. Et est-ce que tu pourrais éclaircir peut-être un peu plus ma lanterne, enfin éclairer un peu plus ma lanterne, c'est quel est, enfin comment dire, euh, parce que tu parlais aussi de ne pas faire de compromis. Donc à partir de quel moment on fait un compromis ou à partir de quel moment juste on s'ajuste, tu vois? Quelle est la différence entre s'ajuster et faire un compromis? celui qui ne sent pas comme moi, je ne me sentais pas mes émotions avant et tu sais, j'étais coupé de moi, puisque moi j'ai vécu des abus sexuels enfant et tout le chemin de ma vie, ça a été jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas finie, j'espère, c'est c'est vraiment de retrouver la sensation, mes envies et de savoir de ce dont j'ai envie et besoin. Comme j'ai reçu beaucoup de critiques enfant et que j'étais tout le temps et que je me suis fermé, je ne voyais même pas que mes partenaires me critiquaient. Donc, je me soumettais, mais je ne me rendais même pas compte que je me soumettais, tu vois. La limite, des fois, on ne la sent pas. J'ai envie de dire, la limite, c'est ce que je ressens. Donc, plus j'apprends à sentir mon corps, sentir mes besoins, mes envies, plus je ralentis, plus je me pose, parce que c'est en se posant qu'on peut sentir. Les gens qui sont hyperactifs, ils vont rien sentir et puis ils vont fonctionner, mais ils ne savent pas si ils disent oui, si c'est un vrai oui ou si c'est un oui qui est en fait un non, mais on dit oui pour acheter la paix et en fait on se soumet. Mhm. La limite, tu le sens à l'intérieur, mais on le sait très souvent si on écoute notre petite voix à l'intérieur, ça s'appelle l'intuition. On a l'intuition très souvent que là, c'est pas OK. Mais on va rien dire parce qu'on a pris l'habitude, enfant, de ne rien dire, de se soumettre. Et si on remet pas ça en question, eh ben, on va continuer à faire ça adulte. Puis jusqu'au jour où, à un moment, on n'en peut plus et on va exploser. Soit on va Ouais. exploser, soit on va se séparer, soit on va développer une maladie,
soit on va avoir un accident, soit on va faire un burn-out. Il y a plein de façons dont le corps dit stop. Pardon. Pardon. Ouais, il y a plein de façons dont le corps dit stop. Tu vois, si je me soumets longtemps, à un moment donné, moi, je reçois beaucoup de gens qui disent, ça fait 20 ans là que j'accepte ça, là, j'en peux plus, je peux plus rien accepter du tout. Et ils sont hyper en colère contre le partenaire. Mais en fait, Ouais. c'est pas contre le partenaire qui sont en colère. C'est contre eux d'avoir accepté pendant 20 ans des choses que leur système ne pouvait pas l'accepter. Et c'est ça qui n'est pas juste souvent. C'est que le partenaire, il prend toute la colère, mais bon, si tu n'étais pas d'accord, tu pouvais. C'est ce que je leur dis. Je dis, votre partenaire ne vous a pas accroché au barreau du lit. Vous pouviez partir à tout moment. Alors souvent, on prend l'exemple des enfants. Ah ben non, vous ne comprenez pas, je ne pouvais pas partir, il y avait les enfants. Mais oui, qu'est-ce que vous donnez comme vision à votre enfant de rester dans une relation qui n'est pas bonne pour vous? La communication, c'est 93% du non-verbal. Il n'y a pas besoin de ne pas le dire pour que ça passe pas le message. Donc, moi, mon rôle, c'est de faire prendre responsabilité à chacun de ce qu'ils ont vécu toutes ces années. C'est pas facile à entendre parfois. Peut-être que des fois, on ne peut pas le dire tout de suite non plus. Mais c'est important de comprendre qu'on est 100% responsable de tout ce qu'on vit dans une relation. Donc, par rapport à ça, tu vois, c'est comment on peut le sentir. Ben, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Oui, ben, la vraie réponse, c'est ça. C'est plus j'ai confiance dans mon ressenti, plus j'ai de l'estime pour moi, moins je vais accepter que l'autre m'impose des choses ou l'autre exige des choses de moi qui ne sont pas bonnes pour moi. Parce que c'est comme ça que je vais le vivre. Il n'y a pas d'exigence. C'est pour ça que je parle d'entente et non pas de compromis. Le mot compromis, pour moi, ça veut dire qu'à un moment, je me soumets ou à un moment donné, je mets quelque chose de côté. Et on va toujours le ressentir de mon expérience. À un moment donné, on va le ressortir à l'autre. Ou on va le faire payer. On va rien dire, mais on va lui faire payer. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'être toujours. Et là, je prends ça Moi, j'ai beaucoup animé, j'ai participé à des groupes de polyamoureux. J'étais l'expert de la relation pour répondre aux questions des polyamoureux qui vivaient des souffrances dans les salons. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans leur salon. Je trouvais vraiment des démarches très honnêtes de dire. Parce que le vrai, pour moi, si on parle de polyamour ou d'ouverture de relation, je préfère parler de ouverture de relation. Pour moi, la façon la plus saine de le faire, c'est de ne pas cacher, de rien cacher. Ou alors de mettre un cadre en disant, je veux rien savoir, tu peux aller voir, mais moi, je ne veux pas le savoir. Mais au moins, c'est posé. Les deux sont d'accord avec ça, ok. Mais si c'est pas dit, s'il n'y a pas d'entente avant, s'il se passe quelque chose de difficile, ça va être mal vécu et on va réveiller des blessures d'abandon, de trahison et tout ça. Et là, à réparer ça, c'est vraiment long. Donc, l'apprentissage, pour moi, c'est l'estime de soi. Plus on s'estime, et je reviens à la question de tout à l'heure, plus on a de l'amour vers soi, plus on se respecte, plus on pourra exprimer nos besoins, les sentir, en tout cas d'abord les sentir, et ensuite les exprimer, et mettre nos limites aussi. Merci beaucoup. C'est une magnifique conclusion. Oui, c'est vrai que je trouve que tu ne pouvais pas mieux faire. C'est vrai. Mais c'est toi qui poses les bonnes questions aussi, donc je te remercie. Merci à toi. Justement, on arrive à la fin du live, ça va faire 1 heure. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, du coup. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un live parce que j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup avoir ta vision des choses. Moi, je te dis, Alexandra, je te remercie vraiment beaucoup parce que ça me donne beaucoup d'espoir d'avoir des personnes comme toi qui moins de 25 ans et qui a ces questions, des questions intelligentes, ce questionnement. Je vais dire, tu as la maturité. Je vois ça chez beaucoup de jeunes aujourd'hui et ça me donne vraiment de l'espoir dans le monde de demain parce qu'on a besoin de jeunes éclairés comme toi pour faire avancer les choses et les idées toutes faites sur la sexualité, sur le couple, sur l'engagement, sur la liberté, etc. Donc, merci. C'était vraiment sympa. Merci à toi. Très bonne journée à toi. Salut. Merci. Au revoir. C'est toi qui raccroches? Je suis en train. Salut.